vidéo d'un genre encore un peu différent. Quand on a été sûr de faire ce qu'on fait actuellement, j'ai tout de suite pensé à deux de mes meilleures amies qui se reconnaîtront, qui déjà envient beaucoup ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Mais là, je sais qu'elles auraient vraiment aimé être à ma place. Et à chaque fois, je pense beaucoup à elles et je me dis, mais comment je peux faire pour leur faire partager un maximum de nos expériences. Donc là, je me suis dit, en fait, je vais filmer et comme ça, je vais leur envoyer des vidéos pour essayer de leur faire vivre ce qu'on vit. Puis après, je me suis dit, mais finalement, peut-être que ça intéresse d'autres personnes de savoir. Donc là, je suis assise dans le parc Kruger, dans un lit de rivière. Il n'y a pas de barrière. Les animaux sont partout autour de nous. Nous avons décidé de faire une marche de 4 jours et 3 nuits. Comment ça s'est passé? En fait, quand nous sommes revenus du Swaziland, nous avons atterri dans une petite ville à la recherche d'un camping. Nous avons passé 2 jours là-bas. Le propriétaire était comme d'habitude très gentil. Et le lendemain, je lui dis, qu'est-ce que tu fais comme travail? Et il me répond, je suis guide dans le parc Kruger. Alors, tout de suite, nos oreilles se sont mises en alerte, parce que tout ce qui touche à la vie sauvage nous intéresse. Donc, on commence à lui poser des questions. Et il nous dit, mais en fait, je fais des marches, des wilderness walk. Donc on a discuté un peu avec lui et puis il s'est avéré qu'il fallait une tente, il fallait des sacs de couchage, il fallait du matériel de camping. Tout ça on n'avait pas. Donc il a été super gentil et il nous a loué pour 30 € son sac à dos dans lequel on a une tente de place, pas de duvet par contre, et un réchaud et je sais plus ce qu'il nous a prêté, enfin des guêtres. Nous sommes donc partis lundi à midi. Nous sommes tous les deux, puisqu'il n'y a pas de touristes. Normalement, on pouvait être jusqu'à 8. On est tous les deux. On est accompagnés de 2 guides qui sont armés, au cas où. J'essaie de filmer vraiment en direct. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un genre un peu différent, parce que d'habitude, les vidéos, on filme tout, et puis ensuite, on fait un interview post-filmage. Alors que là, toute la journée, je pense à vous, je filme tout ce que je peux. Et là, je filme vraiment en direct pour le coup. Il y a le soleil qui se lève derrière moi. Derrière, là-bas, il y a les guides. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de parcs qui proposent ce genre de marche en pleine liberté, en fait. Hein. Mais nous, on avait envie pour compléter notre expérience dans le parc Kruger, parce qu'on a quand même passé 5 semaines l'année dernière, une semaine pleine la semaine dernière, et on va encore en passer une. Donc on commence à bien le connaître, on commence à bien connaître les animaux, mais une expérience d'immersion totale dans le bush. Alors le bush, vous voyez derrière moi, c'est des tout petits arbres, les mopani. Ça, ce sont les feuilles des mopani. Ça ressemble un peu à une empreinte de gazelle. Les mopani, ça veut dire papillon en swahili, la langue qu'on parle au Kenya ou en Tanzanie. Si vous vous souvenez, ceux qui nous suivent depuis longtemps, on avait fait une photo d'éléphants dans les Mopani l'année dernière. Les Mopani à l'automne, puisque c'était pas la même saison, et il y avait l'éléphant qui sortait parmi les feuilles rouges. Ceux qui sont derrière moi, ils sont verts cette année. Et donc on marche à travers les Mopani. Et on a été tenté de faire une expérience d'immersion totale dans le bush pour avoir une autre vision du parc Kruger. Donc pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que effectivement, on se sent quand même un peu plus petit que dans Oscar, puisque Oscar, ça nous sert quand même de protection. Là, on n'en a pas. On entend encore plus les oiseaux. Il y a des oiseaux partout. Et puis quelque chose que je ne peux pas vous filmer, ce sont les odeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'odeurs. Un peu comme quand on marche dans le maquis, dans le sud de la France, ou en Corse, ça sent plein d'herbes. Puis ça sent les fleurs quand il y en a. Donc je vous emmène avec moi, j'essaie de vous montrer un maximum de choses. Et pour vous donner l'envie, ou pas, d'y aller, parce que je ne sais pas du tout si ça va être bien. Voilà, on y va!
nous avons choisi de faire la marche qui s'appelle Lonely Bull, qui est réputée pour être une des meilleures. Donc le départ se fait du camp de Mopani, mais il n'y a pas de camping à Mopani, il y a des bungalows, mais on ne pouvait pas camper. Du coup, il y a un autre petit camping dans le parc Kruger qui est un camping hyper basique, mais que j'ai trouvé très très bien. Donc on a passé la nuit ici, on s'est fait un petit braille et on a profité d'être bien installé avant de partir pour vous présenter notre matériel. Alors, qu'est-ce qu'on emmène pour partir à 4 jours et 3 nuits dans le bush? Alors, une tente. Une tente, un hamac, un petit réchaud qui est là, un petit réchaud avec sa cartouche de gaz, une trousse de toilette, une très grosse lampe qui va nous servir parce que c'est à la fois une lampe torche, une batterie de secours, parce qu'on peut brancher en USB dessus. Oui, c'est ça, elle tient beaucoup de place, mais elle va quand même nous servir à rebrancher ce qu'on a besoin de rebrancher. C'est à la fois une lampe qui peut servir de lampe statique et une lampe de torche de très longue distance pour voir les animaux. On a en plus deux frontales, nos lampes frontales qui sont rechargées. À l'extérieur, on a un matelas qu'on retrouvera sur le sac d'Isabelle. On emmène chacun un matelas. Une autre lampe qui se recharge à l'énergie solaire. Une gourde filtrante au filtre Parce qu'on n'emmène pas d'eau, donc on prendra de l'eau là où on va la trouver, dans les rivières, et elle filtre ensuite. Notre nécessaire de toilette avec notre petite pelle pour creuser notre trou et notre bidet portable. Pour se laver les fesses. À l'extérieur, on va mettre une paire de chaussures, on va dire de loisirs pour nous, parce que exceptionnellement, on aura des chaussures de marche pour cette marche. Donc ça viendra se mettre comme ça. Mais oui, parce que pour la première fois, on a dû faire une infidélité à nos crocs. Impensable de faire une marche avec nos crocs. Mais du coup, on a dû se résoudre à s'acheter une paire de chaussures. Bon, on n'a pas fait beaucoup de frais, ça nous a coûté 8 € chacun. Alors, dans le mien, on ne pouvait pas emmener de sac de couchage. D'abord, on n'en avait pas, donc on a pris nos housses de couette, ce qui va suffire largement vu qu'on dort sans rien depuis très longtemps parce qu'il fait chaud. Nos habits à tous les deux, vraiment pas grand chose, hein. Des maillots de bain, ils nous ont demandé d'emmener des maillots de bain, une serviette et vraiment un t-shirt de rechange au cas où, et un peu plus chaud si jamais il faisait froid. Ici, c'est ce qui va nous servir d'assiette. Ce sont des petits saladiers pliables, donc ils ne tiennent pas de place. La casserole unique, voilà, pour faire chauffer l'eau. Et puis on a acheté de quoi manger, alors principalement du déshydraté, de la purée mousseline pour le midi, et le matin du porridge qui se fait avec de l'eau. Et pour le soir, on a acheté des pâtes. Ouais, bah celle-ci c'est les basiques. On en a acheté quand même des qualités supérieures avec des sauces pour que ce soit un peu meilleur. On a pris une réserve de biltong parce que c'est pour un peu de protéines, des barres de céréales, nos capes de pluie parce qu'ils annoncent malheureusement un peu de pluie, le café, des lingettes parce que la toilette pendant 4 jours elle va être quand même minimum, et ça c'est pour faire pipi dans une bouteille parce que moi j'ai besoin de faire pipi la nuit. Et dessus, il y aura le matelas comme Manu a sur son sac. Voilà, et puis il nous manque nos 2 tasses de café qu'on va mettre dans les poches de devant. Voilà. Et aussi, je peux le dire parce qu'il est parti à la douche. Je me suis gardé une petite place pour emmener mon ventilateur. J'adore dormir avec mon ventilateur. S'il fait super chaud, je vais être super bien. On est prêt à partir? Nos sacs sont là, pas lourds du tout. Ça c'est plutôt cool. On avait la consigne de ne pas avoir de couleur vive du tout sur nous.
C'est pour ça qu'on est en VR avec nos super nouvelles chaussures. Ce qui est très important, paraît-il, c'est d'avoir des guêtres ici, ou alors des très grandes chaussettes, parce que quand on marche dans le bush, il y a plein d'herbes, des graminées en fait, qui peuvent nous irriter fortement. Donc nous, on a la chance, on nous a prêté 2 paires de guêtres. Voilà, on est prêt à partir. On va nous emmener, on a 1 heure de route pour nous emmener au point de départ de la marche. Alors avant de partir, on a eu le droit à un petit briefing bien évidemment sur toutes les consignes de sécurité, donc à respecter, marcher en file indienne, toujours derrière les guides qui eux sont en permanence devant, ne pas parler, ne pas courir, ne pas crier si on a un animal qui s'approche. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on nous a imposé de porter la pharmacie, qui était un sac absolument pas pratique à porter, puisqu'il n'y avait pas de bandoulière ou quoi que ce soit, et qui était très lourde en plus. Et puis de porter un petit sac qui contient l'appel pour aller aux toilettes, alors qu'on avait la nôtre, mais bon, ils ont trouvé qu'elle n'était pas assez pratique. Petite pause, boisson. C'est une lionne avec ses petits. On va camper pas très loin. On va essayer de camper pas loin. On va essayer de la voir. Voilà, on vient de s'arrêter, donc il faut qu'on monte notre tente. On va choisir le meilleur endroit, un endroit plat. Et nous avons monté notre tente. Bon, comme c'était la première fois, ça a été un peu laborieux. Les jours suivants, on a été bien plus rapide. Le dîner qui se prépare. Voilà, quand on laisse Manu faire les courses, et qui dit qu'il achète un truc de meilleure qualité, en fait, il n'achète pas des pâtes, il achète de la soupe. Pas de la soupe, c'est des pâtes. Hein. Crème. Creamy, il y a écrit. Bon, la nuit a été quand même un peu difficile parce qu'on avait beau avoir fait attention et s'être mis sur le sable, c'était quand même très dur. On a repris notre marche et on est rapidement tombé sur une crotte de lion et on a pu voir qu'il s'était délecté d'un gnou puisqu'on voyait encore les sabots dedans, quand tout à coup, on a entendu des éléphants. Et effectivement, on a trouvé leur piste et ils étaient pas loin du tout. Ils étaient plusieurs. Et en regardant au loin, on a vu une autre troupe d'éléphants. Donc on était coincés entre les 2 troupes. Du coup, on a dû réfléchir un moment pour savoir où est-ce que nous, on allait pouvoir passer sans se trouver au milieu des éléphants. Pause petit déjeuner. Alors, on met un peu d'eau bouillie dans le porridge. C'est pas combien en fait. Si, mais il faut que tu tournes pour voir la consistance que tu souhaites. Tu vas voir, ça va. Après la pause petit déjeuner, on a continué notre route, toujours dans des lits de rivière la plupart du temps. On a vu énormément de traces d'animaux, ce qui fait de nous maintenant
quasiment des experts. On sait reconnaître les traces de lions, de hyènes, de porc-épic, de girafes, d'hippopotames, de tortues. Là, il y a un hippo qui est passé, c'est rigolo. On voit très très bien ça. Je montre celle. C'est vraiment des grosses pattes. Oui, ce sont des grosses pattes. Hein. Hop, il a traversé le lit de la rivière. On leur a demandé ce qu'ils pouvaient tuer comme animal avec leur fusil. Donc ils peuvent tuer des hippos, des éléphants, des buffles, qui sont a priori quand même les animaux les plus dangereux. Car un buffle, en fait, ça fonce. Rien ne l'arrête. Alors que les autres animaux, si ils vont regarder, ils ont tendance à faire demi-tour. Alors que les buffles, pas du tout. Bon, régulièrement, ils doivent se repérer sur leur GPS. Surtout que ce matin, on a été un peu interrompu dans le programme à cause des éléphants. Du coup, on a dû faire un grand détour pour pas se faire prendre entre deux troupes d'éléphants. Du coup, là, je crois qu'ils sont un peu perdus. Là, j'enlève, je nettoie parce que parfois il y a du sable en suspension. Bah, ce serait pas très grave, mais bon, si on peut faire les choses bien. Voilà, et on trouve ces trous dans les lits de rivière asséchés. On fait comme les éléphants. Parfait. Il y a un truc incroyable, c'est qu'on va boire de l'eau avec des poissons. Vous les voyez pas? Mais si, au fond, là, au fond. La sieste post-déjeuner. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui avait emmené un hamac. Et en fait, c'est hyper adapté pour la sieste. La question va se poser de savoir si on fait le même camp ce soir et demain, ou si on marche en fait, et donc on marche avec tout le barda en fait demain. Vous me posez la question tout à l'heure. Ok. Alors, toi, tes devis? On va plutôt de marcher sans barda, donc de faire le même camp, mais toi, c'est quand même beaucoup plus facile de marcher sans les sacs. Ouais, sans les sacs. Ça changera pas grand chose au niveau des trucs qu'on voit. En fait, on pourra aller plus loin sans les sacs. Aujourd'hui, pourtant, on n'a pas fait tant de kilomètres que ça. On a fait entre 12 et 15 kilomètres. Mais avec les sacs à dos, puis on monte, on descend. Donc c'est quand même un petit peu fatigant. Bon, ça y est, super. On a trouvé un endroit où poser nos tentes pour la nuit. Regardez ça. C'est un verre de Mopani. Mopani warm. And it's cooked. Cooked, boiled. It's boiled. Boiled and a bit fried. And fried. Ça a été bouilli et frit par Patrick. Et maintenant, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Je vais goûter. Je vais commencer par la tête. Il faut pas penser à ce qu'on mange. Very rich in protein. Et si on n'y pense pas, c'est pas mauvais. Hein? Sometimes you find them at Spa, they sell them. Spa Parabor. Ah, Cooked once. ok. Alors, c'est plein de protéines. Et ici, quand, pour les bébés, quand ils sont cuisinés, ils les pilent, ils les écrasent et ils mettent la poudre dans la poudre de lait pour leur donner plein de protéines. Après, on sent des petits trucs, ça doit être les pâtes, non? Je sais pas. Mais il faut les avaler. Je l'ai fait!
Bilan de cette nuit. Ah ben, ça sert à rien d'emmener un ventilateur parce que en fait on a eu super froid. Non, il a fait quand même assez froid. Heureusement qu'on s'est blottis l'un contre l'autre, hein, parce que après moi j'étais mieux, mais sinon il faisait quand même très froid. Mais je dirais qu'on a quand même mieux dormi que la nuit précédente. On a eu la visite plusieurs fois de hyènes, on a entendu les hyènes. Sur le matin, on a entendu un léopard. Tout à l'heure, on a entendu un lion. Donc, Moi, j'ai pas entendu le léopard. Toi, t'as même pas entendu les hyènes, alors. T'as entendu les léopards, toi? C'était ça le matin, donc non. Voilà. Alors, on a une consigne, c'est que si on entend les animaux la nuit, on ne doit surtout pas bouger, pas allumer les lumières et ne surtout pas parler. Donc, hier soir, il y avait des hyènes. Donc, je réveille Manu tout doucement. Je lui dis, écoute, il y a des hyènes. Elle lui dit, oh, il est là! Complètement dans le coltard. Oh là 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 là, ça m'a énervé. Donc après, je ne lui ai pas dit dans la nuit quand nous avons entendu des hyènes. Voilà. Et puis, les consignes n'étant pas du tout claires, hier, on devait laisser les tentes. Finalement, on les enlève ce matin. Donc là, elles sont en train de sécher. Parce que c'était... En fait, il faisait peut-être pas si froid que ça, mais c'était très, très, très humide. Donc les tentes sont trempées. On les fait sécher. On boit là juste un café et on prend la route pour pas longtemps parce qu'il a dit on y va doucement mais sûrement. Donc nous on avait proposé de laisser les tentes ici pour pouvoir marcher sans les sacs à dos puisque demain on a juste 5 ou 6 km à faire donc c'était jouable. Mais bon apparemment difficile de se comprendre quand même. On a trouvé une petite tortue léopard et on a appris que pour se défendre, elle émet une odeur très nauséabonde. Ça sent pas bon, hein? Non. Parce qu'elle veut pas que tu la touches. Alors là, on est près de l'allée au tabac. Je pense, à défaut d'informations qui cherchent où on peut s'arrêter pour faire un petit déjeuner, mais du coup, il regarde bien partout. C'est pas un hippo sous l'eau qui puisse se manifester une fois qu'on va s'arrêter. Devant des traces d'hippo, il y en a là, par contre. Ah bah des traces d'hippo, il y en a partout. Partout, même là, par exemple, il y en a beaucoup. Ouais. Alors là, les garçons vont chercher de l'eau à la rivière qui est en bas. Là. Et donc, je suis toute seule. Oh là là, mais j'avais pas du tout compris en fait. Regardez où ils sont partis. Je suis sûre que vous les voyez même pas, ils sont super loin. On va croiser les doigts, hein, que rien n'apparaisse derrière les herbes et les arbres. Seulement 2 heures après le petit déjeuner, on s'est mis en quête d'un endroit pour déjeuner. Et près de l'allée tabac, il s'est avéré qu'il y avait plein d'hippos, qu'il y en avait plusieurs qui étaient à l'extérieur en train de brouter. Donc on en a dérangé un qui s'est empressé d'aller prévenir ses copains. Et du coup, on a assisté à un super spectacle, c'est-à-dire qu'ils ont tous plongé, petits et grands, dans l'eau, parce qu'ils étaient un peu effrayés. Et au même endroit, juste au-dessus de nos têtes, on a trouvé une chouette. Je ne sais pas si vous avez entendu un oiseau qui fait miaou. En fait, c'est une sorte de perroquet gris. On va vous mettre une photo qui est en train de prévenir tous les autres oiseaux qu'il y a un danger puisqu'il y a la grosse chouette qui est au-dessus. Donc il les prévient qu'il faut qu'ils fassent attention de ne pas être mangé. Manu il est super bien parce qu'il s'est trouvé un petit siège. Tu peux te lever, Man? Non, tu vois là, c'est pareil. Non, le tien il est beaucoup mieux. En fait, il est dans une empreinte d'éléphant. Un éléphant qui est descendu ici pour boire. On voit mieux là parce que c'est encore un petit peu humide. Et en fait, ça fait un dossier, c'est pas mal.
Et puis vers 17 h, on a cherché un endroit où s'arrêter, toujours près de l'allée tabac. Et comme à chaque fois qu'on s'arrête, il a fallu creuser, puisqu'on ne prend pas l'eau de la rivière de l'allée tabac qui est quand même polluée. Donc on creuse et on trouve de l'eau qu'il faut ensuite filtrer pour enlever toutes les particules de sable et arriver à trouver de l'eau propre qu'on peut utiliser après l'avoir bouilli quand même. Et bien voilà, mon petit ventilo il a servi à allumer le feu. On est sûr que les hippos vont pas venir à cause du feu. En plus, on a vérifié, il n'a pas dans ce petit torrent à sec qui se jette dans l'allée tabac. Par contre, il n'est pas impossible qu'on soit près d'un nid de crocodile, parce que les crocodiles font leur nid non pas sur la rivière principale, mais dans des petits affluents comme celui-ci. Ils pondent leurs œufs pour être tranquilles dans une rivière à sec qui va rester à sec assez longtemps. Et les œufs qui sont sur le dessus vont recevoir plus de chaleur du soleil. Ils vont avoir tendance à éclore en crocodile mâle, alors que les œufs qui sont en dessous restent un peu plus frais. Et ça va donner les crocodiles femelles. Hier soir, quand on s'est couché, avant de se coucher, il y a eu un grand cri d'animal. Et on a cru que c'était des rhinos qui étaient en train de se battre dans l'eau parce qu'on est tout près de l'allée tabac. Et en fait, non, c'était des éléphants qui étaient en train de crier comme ils font d'habitude pour aller quand ils voient un point d'eau. Donc on s'est couché. On se couchait. Donc Manu s'est endormi tout de suite. Moi j'ai lu 2 chapitres. Je ferme ma liseuse et là j'entends des branches qui se cassent, typique des éléphants quand ils sont en train de manger. Donc j'ai réveillé Manu et ils étaient tout près. Et à un moment Manu il s'est mis assis très vite parce qu'ils étaient mais ils étaient là quoi. Mais je pense qu'ils pouvaient presque toucher la tente, je ne sais pas très bien. Ouais, parce qu'à un moment, t'as vu, tu t'es assis. On va aller voir les traces, on va voir si on les trouve à moins de 5 mètres de la tente. Ah, ça, c'était vraiment bien. Mmh. Rien que pour ça, il fallait faire cette marche. Je pensais bien enregistrer, mais il faisait nuit et je sais pas si vous auriez entendu les bruits. Mais en tout cas, nous, on les a entendus, c'était vraiment cool. Puis on sait que ça quand on regarde, il n'y a pas grand-chose, donc voilà. Ça sent la fin, puisqu'on se retrouve sur la route Qui mène à la route. qui mène à la route goudronnée. On vous fera un petit débrief après. Mais j'ai 2 déclarations à faire à la lumière de notre expérience dans le bush. C'est 2 confirmations d'ailleurs de choses que je savais déjà, mais on vit la confirmation. La première, c'est que la vie animale, notamment des grands mammifères terrestres, elle est extrêmement peu dense. Et je pense que ça nous enseigne que c'est surtout l'homme qui est trop nombreux par rapport à n'importe quel autre grand mammifère. Quand on parcourt la brousse, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de grands mammifères. On voit beaucoup d'insectes, quelques oiseaux, et les mammifères qu'on voit, il faut vraiment faire un effort pour les apercevoir de loin, ils s'enfuient. Donc ça veut dire que la densité est très faible, et c'est normal, parce que je pense que c'est l'écosystème qui veut ça. On a un écosystème qui est essentiellement végétal, avec une couche animale par-dessus qui est légère, qui doit rester légère. Là où l'homme a créé un déséquilibre, c'est en étant si nombreux qu'il a modifié tout l'écosystème. Mais à l'état de chasseur-cueilleur, l'homme est comme le singe dans la brousse, très peu nombreux. Et si l'homme était si peu nombreux qu'il devrait l'être à l'état de nature,
en équilibre avec son environnement, on aurait quelques millions au maximum ou quelques centaines de milliers d'êtres humains sur Terre, et non pas les quelques milliards qu'on a aujourd'hui. C'est juste une remarque qui confirme assez largement ce que dit Yuval Noah Harari dans ses bouquins, à savoir que finalement le premier impact de l'homme sur la nature a eu lieu déjà lors de la révolution agricole, c'est-à-dire quand il a commencé à sortir de l'état de chasseur-cueilleur. En fait, il n'y a que le chasseur-cueilleur ou pêcheur en fait qui peut vivre à l'état d'équilibre avec la nature. Dès qu'on sort de cet état-là, on est dans une logique de modification et de modification substantielle de la nature avec extinction des espèces à la clé. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est un approfondissement de la notion de vie sauvage telle qu'on l'avait déjà évoquée dans une vidéo précédente, et surtout du mythe de The Wild ou du mythe de la vie sauvage comme étant la vraie vie par opposition à la civilisation. Ici, on est dans un parc qui est enclos. C'est grand comme une petite région française, mais c'est enclos. Donc certains considèrent que c'est pas vraiment The Wild ou la nature. Et que le Botswana, par exemple, parce qu'on y voit des animaux qui ne sont pas dans des enclos, c'est davantage The Wild. Je pense que c'est quand même assez largement de la foutaise, dans le sens où ça change strictement rien du point de vue de la vie réelle des animaux. Du moins quand les enclos comme celui dans lequel on se trouve, celui du Kruger, sont suffisamment grands pour abriter des écosystèmes complets. Que les animaux soient dans un enclos et les hommes essentiellement à l'extérieur, ou que finalement on partage le même enclos parce qu'il n'y a pas d'enclos, ça change à peu près rien à la densité possible de grands mammifères par exemple. Il n'y a pas plus d'animaux dans le monde sauvage, dans la vie sauvage, dans The Wild botswanais qu'au parc Kruger. C'est juste que les deux sont essentiellement vides parce que les animaux sont peu nombreux, vides de grands mammifères. Enfin, du moins, il faut vraiment les chercher, presque les chasser pour pouvoir les photographier. C'est quand même quelque chose qu'on apprend. Quand on est trompé par les photos et les reportages animaliers, parce que souvent ils vont justement là où il y a des concentrations exceptionnelles d'animaux, ou alors on va chercher au téléobjectif les cadres qui laissent à penser que la vie sauvage est magnifique. Non mais Manu, ça je suis d'accord sur ce que tu dis, mais sur cette expérience spécifique de la marche dans la brousse, quand on est en voiture et qu'on traverse le parcours Kruger, c'est plutôt les animaux qui nous empêchent de passer, ce sont les éléphants qui nous empêchent de passer, ce sont les zèbres. Ils sont là et on doit s'arrêter, mais il y en a. Par contre, il n'y en a pas là où on marche. Ouais, bah c'est vrai, seulement parce que c'est un effet de perspective, c'est parce qu'on parcourt de plus grandes distances. Comme si tu me disais, je tends davantage l'air en fait quand je vais à 200 à l'heure en décapotable que quand je marche. Oui, c'est vrai, parce que tu as plus de particules d'air, là tu as plus d'occasion de croiser des animaux. Par ailleurs, il y a quand même des animaux qui sont plus nombreux que d'autres. Par exemple, les impalas, on les voit, les éléphants, on les voit assez facilement. Les girafes aussi, on les voit de loin parce qu'elles sont très grandes. Un petit peu moins. Ce qu'on voit vraiment rarement, c'est les carnivores et les nocturnes. Ça, on les voit pour ainsi dire jamais, sauf en photographie. Et comme les photographies sont très belles, on se dit bah c'est représentatif. Mais il ne faut pas croire, pour les gens qui sont jamais allés dans des parcs animaliers ou dans la brousse, il ne faut pas croire qu'on voit des lions tous les 4 buissons. Enfin, il faut vraiment aller les chercher à pied. À pied. Quelqu'un qui vient avec son 4x4 et qui traverse le parc Kruger, il rencontre je ne sais pas combien de lions. Il rencontre des lions parce qu'il voit des voitures arrêtées là où il y a des lions. Ah oui. Tout seul, le gars qui vient... Non mais les lions, ils sont au bord de la route, Emmanuel. Dans certains cas, à Lower Sabi, tu peux être autour de Mopani, on les voit pas. Tu peux être autour de Mopani pendant une semaine, tu verras jamais un lion, j'en suis sûr. Et tu auras fait des centaines de kilomètres. Donc tu vas te dire, mais c'est pas possible. L'année dernière, on en avait eu un, tu te souviens? Ouais, ça peut arriver, c'est pas exclu, mais c'est quand même l'exception. Ce qu'on voit dans la brousse, c'est la brousse. Occasionnellement, et des insectes et un peu d'oiseaux. Occasionnellement des impalas qui passent et des éléphants parce qu'ils sont bruyants, ils sont en gros troupeaux. Pour le reste, c'est rare. On a fini notre marche, donc on se fait un petit plaisir. En fait, on a drôlement faim. Ouais, on s'est pas rendu compte en fait. On s'est pas rendu compte, on a failli reprendre la route pour continuer dans le parc. Et puis,
Et puis on s'est dit, bon, on va aller quand même manger quelque chose. Et là, on a eu du mal à attendre le service. Tellement nos estomacs criaient famine. Bon, on a pourtant mangé, mais pas beaucoup pendant ces 4 jours. Une dernière petite chose pour mes BFF, Best Friend Forever. Mes amis pour toujours, je crois que vous auriez eu du mal à faire cette marche de 4 jours. Parce que la consigne principale est de ne pas parler du tout pendant les marches. Et ça, je vous connais toutes les deux. Vous auriez eu beaucoup de mal. Je vous embrasse tous très fort.